2 heures. Le docteur Termon, le célèbre spécialiste des maladies nerveuses, achève en hâte son déjeuner. Il est revenu très tard de l'hôpital et il interroge son valet de chambre. « Combien de clients ?»« 6 sont arrivés depuis 1 heure. Le premier est un monsieur d'un certain âge. »« Faites-le entrer tout de suite dans mon cabinet. Je vais le recevoir. » Le docteur Termon, assis devant un bureau Empire, regarde avec curiosité cet inconnu qui se tient raide et solennel dans un fauteuil. « De quoi souffrez-vous ? » Ce n'est pas pour moi que je viens, mais pour un renseignement d'une grande importance, que vous seul pouvez me donner. Le docteur écoute de plus en plus étonné. Combien faut-il de temps à un enfant de 6 ans pour oublier des souvenirs qu'on ne lui rappelle jamais ? Monsieur Termon réfléchit. 6 ans, c'est bien jeune en effet. Mais s'il s'agit d'un sujet impressionnable et très sensitif, certains souvenirs peuvent persister longtemps. S'agit-il d'un passé heureux ou malheureux ? Silence. Le docteur remue un coupe-papier. Si l'enfant est éloigné de l'endroit où il a vécu jusqu'à 6 ans, s'il ne revoit aucune photographie, aucune personne capable de ressusciter le passé, il me semble que 12 ou 13 ans doivent suffire. Mais nous ne savons rien de précis à ce sujet. L'âme humaine, monsieur, ne se traite pas comme un estomac malade ou une jambe cassée. Merci, docteur. Au moins 13 ans pour tout oublier. C'est tout ce que je désirais savoir. Il est parti, toujours aussi froid et mystérieux. Drôle d'individu, grogne le docteur. Il ne m'a même pas donné son nom. C'est lui qui est malade. Vraiment, il devrait se faire soigner. Passons à un autre client. 5 heures du soir. Une fillette trop grave pour son âge, assise devant un piano à queue, joue en sourdine. Autour d'elle, il n'y a que de beaux meubles et de jolis bibelots. Les fenêtres de l'appartement ouvrent sur le parc Montsouris et des chants d'oiseaux, mêlés de cris d'enfants, emplissent par bouffées le grand salon. « Mademoiselle Christiane, je vous ai fait une crème au chocolat pour votre dîner. » Une brave bretonne, portant une coiffe aux longues ailes, s'encadre dans la porte et Christiane se retourne. Avec ses boucles brunes, son visage un peu pâle aux yeux bleu foncé, encadré de longs cils, elle paraît délicate. Mais quand elle se redresse, on la devine robuste. Elle est grande et solide. « Merci Marivonne, tu me gâtes trop. Je voudrais vous voir rire. » « Moi aussi, mais je m'ennuie. Monsieur votre grand-père pourtant fait tout ce qu'il peut pour vous amuser. Oui, il est bien gentil, mais je voudrais avoir des frères et des sœurs. Vous allez jouer tous les jeudis avec vos petites amies du cours. Ce n'est pas la même chose, et puis elles ne savent pas courir. Elles parlent tout le temps de leur robe. » Et Christiane se remit à jouer mélancoliquement une mélodie de Schumann. Marivonne descendit faire des courses et s'arrêta devant la loge de la concierge. « Bonsoir, Madame Bichu, comment allez-vous ? » « Ah, entrez donc un instant, Mademoiselle Marivonne, je suis tout ému. C'est à cause de ma TSF. Elle ne marche plus ? Bien sûr que si, mais elle vient d'annoncer un accident de chemin de fer, j'en suis toute renversée. Vous savez, un accident près de Chartres. 30 morts et des blessés à la douzaine. C'est trop affreux de voir des choses pareilles. » Cette fois, Marivonne est entrée dans la loge et sa voix s'inquiète. « Quand est-ce que c'est arrivé ?»« À 11 heures. » Justement, Monsieur Verdier, le grand-père de Christiane, est parti ce matin pour Nantes. Mais est-ce que Chartres se trouve sur la ligne de Nantes ? Le certificat d'études de Marivonne est très loin. Savez-vous, Madame Bichu, s'il faut passer par Chartres pour aller à Nantes ? Ah ça, je n'en sais rien. Il y a une belle cathédrale à Chartres, c'est tout ce que je sais. Mais attendez, voilà Michel, mon aîné, qui est toujours le premier de sa classe. Un gamin, vaguement roux avec un nez légèrement retroussé, entrait. « Bonjour maman, bonjour mademoiselle Marivonne. Dis donc, Michel, par où passe-t-on pour aller à Nantes, en chemin de fer ?»« Ça dépend, si c'est par l'État ou par l'Orléans, » répond Michel avec un petit air supérieur. « Attends, par l'État, je me souviens, la TSF l'a dit, un accident sur le réseau de l'État. Eh bien alors on passe par Versailles, Chartres, Le Mans. » Mais il ne peut continuer à étaler sa science. Marivonne s'est effondrée sur une chaise avec un grand cri. « Mon Dieu, quel malheur, monsieur a pris le train ce matin pour Nantes et c'est sûrement ce train-là qui a été culbuté. Voyons, faut pas vous mettre dans des états pareils. Michel, donne-moi un verre d'eau. Savez-vous à quelle heure son train est parti ? Michel, va donc chercher l'indicateur de Madame Villemé. » Entre deux soupirs, Marivonne répond. C'était vers 9h30. Hélas, l'indicateur ne fait que préciser les craintes de la pauvre Bretonne. Ce train qui part à 9h30 de la gare Montparnasse est à Chartres à 11h moins le quart. Que faire ? Donnez-moi un conseil. Attendre bien tranquillement. Monsieur Verdier se porte peut-être comme vous et moi. Pensez donc à cette pauvre petite fille qui vous attend là-haut. Il ne faut pas qu'elle vous voie en larmes. Courageusement, la cuisinière est partie faire ses courses.
L'accident est déjà connu et tout le monde en parle dans les rues. Un brusque affaissement de la voie causé par la pluie, 3 wagons en miettes. Marivonne n'a jamais trouvé son sac aussi lourd. Elle revient enfin en essayant de sourire. Il y a toujours de joyeux cris d'enfants dans le parc tout proche, et Christiane joue encore du piano. N'est-ce pas le printemps, le joli printemps qui saute sur un pied et chante dans toutes les branches? La soirée s'écoule lente et lourde. Le premier orage de la saison gronde au loin et des éclairs passent dans le ciel assombri. 10 heures. Un violent coup de sonnette est lancé vers la porte, tandis que Claire, la petite femme de chambre un peu pain-bêche, grogne. Quelle manière! Et Marivonne se trouve en face d'un agent qui paraît gêné et interroge à mi-voix. C'est bien ici qu'habite la famille de monsieur Henri Verdier? Oui, balbutie Marivonne, qui tremble de tous ses membres. C'est-à-dire qu'il n'a plus que sa petite fille Christiane, qui a 13 ans. Pauvre gosse, c'est une mauvaise nouvelle que j'apporte. Monsieur Verdier est mort dans l'accident de Chartres. Il n'a pas souffert. Il a été tué sur le coup. Pauvre petite. Je me sauve, vous lui annoncerez ça vous-même. Voilà le papier. Je lui annoncerai demain pour qu'elle ait encore une bonne nuit. Marivonne est rentrée dans le salon où Christiane fait une réussite. Ma mignonne, il est tard. Allez vite vous coucher. Docile, Christiane obéit. Crois-tu que si je demandais à grand-père d'aller cet été au bord de la mer, il dirait oui? Bien sûr, murmure Marivonne d'une voix enrouée. Enfin Christiane dort et Marivonne pénètre sur la pointe des pieds dans le bureau de monsieur Verdier. Ah, c'était un bon maître, mais qui ne disait pas grand-chose et qui n'avait pas d'amis. Qui donc va s'occuper de Christiane? Elle n'avait plus que son grand-père, et maintenant? Enfin Marivonne a trouvé une grande enveloppe jaune au fond d'un tiroir, une grande enveloppe jaune qui porte ces mots « Mes dernières volontés ». À l'intérieur, il y avait une feuille de papier. Si je viens à mourir, je demande à monsieur Frangeul, demeurant à Lyon, 35 rue de la Tourette, de s'occuper de ma petite Christiane et d'être son tuteur. Christiane n'ayant plus aucun parent, j'espère que monsieur Frangeul ne me refusera pas ce grand service que je lui demande en souvenir de ce que j'ai fait autrefois pour lui. Ma fortune est déposée chez Maître Planche, 19 boulevard de Courcelles. Henri Verdier. Marivonne retourne le papier dans tous les sens. Non, il n'y a rien d'autre. Monsieur Frangeul, je ne connais pas ce nom-là. En tout cas, je suis sûr qu'il n'est jamais venu ici. Est-ce drôle de confier cette petite fille à un monsieur qu'on ne voit jamais? Je suis pourtant depuis 5 ans dans la maison. Le lendemain, à 9 heures, au moment où monsieur Frangeul, l'industriel bien connu à Lyon, quittait sa maison, un petit télégraphiste arrêtait sa bicyclette contre le trottoir. « Un télégramme, monsieur !» Monsieur Frangeul reste là un peu angoissé, avec le papier bleu dans ses mains. « Un télégramme de Paris? Je n'ai pas d'amis là-bas. » Il le déchira et lut. « Monsieur Henri Verdier, mort dans un accident de chemin de fer, vous a chargé de la tutelle de sa petite-fille Christiane. » Henri Verdier, il vivait donc encore. Un flot de souvenirs submergeait monsieur Frangeul. 20 ans auparavant, son usine de tissage avait manqué faire faillite. Il avait cherché partout une aide pécuniaire qui pût le tirer de ce mauvais pas. Ne sachant plus à quelle porte frapper, il s'était adressé à un ami de son père, monsieur Verdier. Il vivait à Paris et ne donnait pas de ses nouvelles depuis longtemps, mais il était riche. « Vous êtes un honnête homme, vous êtes jeune et courageux. Vous avez besoin de 300 000 francs? Eh bien, je vous les prête sans intérêt. Comment vous remercier? Plus tard, peut-être, ce sera moi qui vous demanderai service. Eh bien, je vous jure, monsieur, que vous pourrez compter sur moi. Je n'oublierai jamais votre geste généreux. » Au bout d'un an, monsieur Frangeul avait rendu la somme prêtée. Mais il n'avait plus jamais entendu parler de monsieur Verdier. Il s'était marié, il avait maintenant 6 enfants. Monsieur Verdier n'avait répondu à aucun faire-part et le dernier était revenu avec cette mention « Parti sans laisser d'adresse ». Il y avait 7 ans de cela et, soudain, monsieur Verdier rappelait brusquement à monsieur Frangeul sa promesse. Pauvre petite, elle est donc seule au monde, puisque son grand-père m'a chargé de la tutelle. Je ne savais même pas si monsieur Verdier vivait encore, et j'ignore tout de sa famille. Enfin, l'heure est venue de témoigner ma reconnaissance. Quel âge peut avoir cet enfant? Monsieur Frangeul était généreux et bon. Il rentra chez lui pour annoncer à sa femme cette nouvelle imprévue. Cela ne t'ennuie pas d'avoir une fille de plus? Mais non, nous n'en avions que 2, elles seront 3 pour se défendre contre les 4 garçons. Dans le grand salon silencieux, monsieur Frangeul interroge doucement Christiane. Une pauvre petite Christiane raidie dans sa robe noire et qui lutte contre les larmes. « Ma chère enfant, soyez sûre que nous tâcherons de vous rendre heureuse. Je vais vous emmener à Lyon parce que j'y habite. J'ai 6 enfants qui s'échelonnent de 7 à 16 ans. Nicole et Micheline, les 2 jumelles, sont de votre âge. » Cette fois, un pâle sourire effleure les lèvres de Christiane. « De mon âge? Elles vous attendent comme une sœur. » Le visage de Christiane s'éclaire tout à fait. « Je serais bien contente de les connaître. Et vos fils, ils ne sont pas trop taquins? » Un peu. Oh, ça ne fait rien.
Jamais personne ne m'a taquiné, et cela m'aurait tant amusé d'être taquiné. Quelle drôle de petite fille. Mais monsieur Franjol continue. Votre grand-père ne vous a jamais parlé de moi? Non, jamais. Vous souvenez-vous de l'époque où moururent vos parents? Je n'ai pas connu maman, j'avais quelques mois lorsqu'elle mourut. Mais je me souviens un peu de papa. J'étais une petite fille lorsque grand-père me prit sur ses genoux pour me dire « Ton papa ne reviendra plus, il est mort. » Leur tombe est là-bas dans le Midi, je n'y suis jamais allé. Ma pauvre petite, nous vous aimerons bien, et ma famille sera votre famille. Est-ce que Marivonne pourrait venir avec moi? Elle a toujours été si gentille. Eh bien, c'est entendu, elle viendra à Lyon. Maintenant, M. Franjol confère dans le bureau avec Maître Planche et Marivonne. Alors, il n'avait pas d'amis? Je ne sais pas, dit le notaire. Il en avait peut-être eu, mais il n'en avait plus, dit Marivonne. Quel homme étrange. Il n'avait eu qu'une fille? Oui, Madame Verdier-Duchesne, sa photo est dans le salon. Elle était bien jolie. C'était la maman de mademoiselle Christiane. Je n'ai pas trouvé de photographie de son gendre, reprend M. Franjol. Et dans les tiroirs, il n'y a pas une lettre, pas un papier, rien. Quant à moi, reprit Maître Planche, j'ai fait une découverte amusante. Non seulement mon client possédait une jolie fortune, mais encore une maison près de Saint-Savin dans les Pyrénées. Une maison qui est au nom de Christiane et dont voici la clé. Par exemple, son grand-père précise que Christiane ne doit pas pénétrer dans cette maison avant sa majorité. Pourquoi donc? Je l'ignore, M. Verdier ne donne aucune raison. M. Franjol retournait dans ses doigts la clé mystérieuse qui portait une étiquette avec ces mots. Clé de la porte donnant sur la terrasse. Quel genre de maison est-ce? Une maison assez ancienne, je pense, moitié château, moitié villa. L'acte de propriété parle de 2 étages, d'une terrasse, d'un double escalier et d'un grand jardin clos de murs. Mais alors il y a une autre clé, celle de la porte du jardin? Non, il n'y a pas d'autre clé. Tiens, je n'avais pas pensé à ce détail, c'est pourtant vrai. Et M. Verdier ne parle que de cette clé. Et cette propriété n'a pas de nom? Aucun nom, un simple numéro de cadastre. Elle est située sur la route du Vieux Moulin, en face du Calvaire. Si vous voulez tous les détails. Bizarre, décidément M. Verdier était un original. Lorsque le notaire fut parti, M. Franjol revint trouver Christiane qui emballait tous ses trésors. Pour calmer le chagrin de la fillette, son tuteur avait décidé d'emmener à Lyon les meubles de sa chambre et de mettre le reste du mobilier dans un petit appartement. Cela nous fera un pied-à-terre lorsque nous voudrons venir à Paris, et ainsi nous ne vendrons rien. Toute heureuse de cette combinaison, Christiane avait remercié M. Franjol avec une fougue rare chez elle. « Vous faites vos malles, ma chérie? Il faut me tutoyer, monsieur, comme faisait grand-père. C'est entendu, mais tu me ferais plaisir en m'appelant parrain, et en appelant ma femme marraine. Monsieur ou madame, c'est trop cérémonieux. Je ne demande pas mieux, répondit Christiane. J'ai bien dû avoir un parrain et une marraine autrefois. Mais où sont-ils maintenant? Tu n'as jamais quitté Paris? Si, pour aller en vacances à la campagne, tantôt dans les Vosges, tantôt dans le Jura. Tu n'es pas allé une seule fois dans les Pyrénées, à Saint-Savin? Je ne crois pas. Ce nom-là ne te rappelle aucun souvenir? Aucun. Elle semblait réfléchir profondément. Il me semble pourtant que je me suis promené autrefois avec papa dans un grand jardin. Mais c'est si vague, si vague. Je ne revois même plus le visage de papa. Monsieur Freul écoutait gravement Christiane. Tu n'as donc pas de photo de lui? Grand-père m'a dit qu'il n'en avait pas retrouvé, mais je pense qu'il n'aimait pas beaucoup papa. Il m'avait dit, ne me parle jamais de ton père, car il m'a fait beaucoup de peine autrefois. Monsieur Franjol soupira. Il entrevoyait quelques drames de famille. Les 2 hommes brouillés après la mort de la jeune femme, qui n'était plus là pour mettre la paix dans la maison. Le plus jeune mourant, et le plus vieux s'emparant de la toute petite orpheline qui ne pouvait pas comprendre. Saint-Savin, c'est peut-être là que sont enterrés mes parents. Peut-être, puisqu'ils possédaient là-bas une maison de campagne. Elle est même à toi maintenant. Une maison avec un grand jardin, il paraît. Quelle chance, moi qui ai toujours eu envie d'avoir une maison à moi, avec des poules, des lapins, des roses et des arbres. Est-ce que nous ne pourrions pas y aller cet été? Ton grand-père a exprimé le désir que tu n'y pénètres pas avant tes 21 ans. Quel dommage, mais elle sera en ruine quand j'aurai 21 ans, surtout si personne ne l'habite. Non, personne ne l'habite. Je n'avais pas pensé à cela. Il faudra que j'écrive à Saint-Savin. Toute la nuit, Christiane rêva de cette lointaine demeure qu'elle ne connaissait pas. Et, dans son rêve, elle se promenait à travers un grand jardin. Elle était toute petite avec une robe rose et son père la tenait par la main. Est-ce que c'était dans cette maison qu'elle avait vécu tout enfant? Le lendemain, elle oublia son rêve. Elle pleura en quittant l'appartement d'où l'on entendait chanter le parc Montsouris. Mais elle souriait déjà dans la gare de Lyon, près de ces longs wagons qui allaient l'emmener vers une vie nouvelle. Elle était très jeune et elle allait avoir enfin des frères et des sœurs. Il attendait sur le quai de Perrache. Hubert, Roger, Micheline, Nicole, Pierre et Denis. L'existence de Christiane s'organisa très vite. Elle eut une jolie chambre pleine de tous les souvenirs qu'elle aimait.
Elle eut un parrain et une marraine fermes et tendres. Elle alla en classe avec Micheline et Nicole. Dans la maison comme au collège, on ne les appelait plus que le trio. Marivonne découvrit bientôt une Christiane qu'elle n'avait jamais connue. Une Christiane joyeuse qui riait du matin au soir, battait Roger à la course et n'était triste que lorsqu'elle pensait à sa famille disparue. Marivonne travaillait comme une fée bretonne, et lorsque madame Frangeul lui disait « Vous en faites trop, Marivonne », elle répondait « Je n'en ferai jamais assez pour vous remercier d'avoir donné des couleurs et de la joie à ma petite Christiane. C'est si naturel, nous l'aimons comme si elle était notre fille, et elle le mérite bien. » On entendait un brouhaha dans l'escalier de pierre montant de la rue. « Maman, Christiane est première en histoire. Marraine, Nicole est seconde. Et moi, je suis troisième. » Elles riaient toutes les trois en se tenant par la main, vêtues pareillement de bleu avec les mêmes petits chapeaux rouges sur les têtes bouclées. « Savez-vous, reprit Christiane, ce qu'a dit ce matin une dame que nous avons croisée dans la rue ? » ?»« Non. »« Eh bien, elle a dit, ces petites se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. »« C'est bien vrai, elles sont toutes les 3 aussi bêtes, » cria Hubert qui rentrait les cheveux en bataille. « Et leurs frères ne sont pas beaucoup plus intelligents, » soupira Christiane avec un petit air comique. « Oh, celle-là, remarqua Roger, on ne peut jamais la clouer. » Monsieur Frangel n'avait pas eu besoin d'écrire à Saint-Savin. Un de ses amis, Monsieur Marcoux, partait justement pour faire un voyage dans les Pyrénées. Je compte aller jusqu'à Lourdes et je ferai sûrement quelques excursions à Gavarnie et à Cauterets. Ce ne sera pas difficile pour moi de faire un crochet jusqu'à Saint-Savin, où il y a une délicieuse petite église à visiter. L'histoire de cette mystérieuse demeure m'amuse beaucoup. Un mois plus tard, monsieur et madame Frangel se trouvaient dans leur jardin, confortablement installés à l'ombre de leurs cerisiers. Les 3 fillettes étaient à leur cours de piano. Pierre et Denis cueillaient des fraises dans le jardin potager. Roger et Hubert bâillaient sur un problème d'algèbre. C'était un beau jour de juin, étincelant de lumière, et l'on apercevait entre 2 arbres les tours de Fourvière à peine voilées de brume. Un coup de sonnette. C'est monsieur Marcoux. « Bonjour, mes chers amis. Ne vous dérangez pas, je débarque du train, mais je n'ai pu résister au plaisir de monter jusqu'ici pour vous parler de la maison de Christiane. Cela devient fantastique comme histoire. » Très intéressés, les 2 garçons abandonnent sans regret leurs problèmes. Monsieur et madame Frangel regardent leur ami avec inquiétude. « C'est grave ? » ?»« Non, c'est fou. Écoutez-moi. » Il se renversa dans son fauteuil et commença. « En arrivant à Saint-Savin, je laisse ma femme à l'église et je me mets à la recherche de la maison des Verdier du Chêne. Je trouve la route, le calvaire, et j'aperçois en effet une assez belle propriété entourée de grands murs. Je devine derrière les arbres une maison blanche aux volets clos. Je cherche des yeux le portail qui doit donner sur la route et je ne trouve rien. Aucune ouverture dans le mur. Étonné, je fais le tour de la propriété, mais les murs tournent sans interruption et je dois me rendre à cette évidence ridicule. Cette maison était sans porte. Une maison sans porte ? Les Frangel se regardent, ahuris. Je reviens sur la route, me demandant si je devenais aveugle ou fou. Un paysan revenait du village avec son attelage de bœuf, un solide garçon aux yeux moqueurs sous son béret basque. Je l'abordai. « Pardon, je voudrais savoir si vraiment cette maison n'a pas de porte. » Un grand éclat de rire, et il me répond. « Non, elle n'a pas de porte. C'est que je n'ai encore jamais vu une chose pareille. » Il m'a raconté tout ce qu'il savait, c'est-à-dire tout ce qu'on sait dans le village. Il y a 6 ans, la maison des Verdier du Chêne avait un grand portail donnant sur la route. Mais en venant régler la succession de sa petite fille, M. Verdier l'a fait murer. « Je comprends pourquoi il n'y a plus que la clé de la maison elle-même, » s'exclama M. Frangel. « Alors, depuis 6 ans, personne n'est entré là-dedans ?»« Non, même pas les cambrioleurs. Les murs sont trop hauts, et puis les gens du pays sont persuadés que cette demeure est maudite depuis qu'on l'a emprisonnée. Comment l'appelle-t-il ? Elle a certainement un nom là-bas. » Il l'appelle la maison sans porte. Il y eut un lourd silence. Une vague d'angoisse avait passé dans le paisible jardin des Frangel. « Elle doit tomber en ruine, » dit enfin madame Frangel. « Je ne pense pas. Il paraît qu'elle est très bien construite dans un endroit très sec. Le terrain en pente ne garde guère d'humidité. Les volets sont en bois plein et les tuiles rouges du toit ont l'air solides. À 21 ans, Christiane rentrera là-dedans comme dans le château de la Belle au bois dormant. Il n'y aura pas de princesse, mais des bataillons d'araignées, fit Hubert avec une belle grimace. Roger avait pris un visage sinistre. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu de crime dans cette maison ?»« Et l'on dit que les garçons n'ont pas d'imagination, » soupira madame Frangel. Poté sur la table. Il y a tout de même un secret là-dessous. Que cachent donc ces murs ? Quelque chose que Christiane ne doit pas voir avant sa majorité. Monsieur Frangel, très préoccupé, réfléchissait. Vous a-t-on parlé du père de Christiane ? Oui, il a laissé un très bon souvenir dans le pays. On l'entendait jouer du piano très longtemps, le soir, et les gens s'asseyaient au bord de la route pour l'écouter. Il paraissait aimer beaucoup sa petite fille et ne la quittait jamais. Elle avait à peine 6 ans lorsqu'il mourut. Il voyageait en Espagne et dut prendre quelques maladies infectieuses. Il avait donc quitté Christiane ? Pour la première fois. Qu'allait-il faire en Espagne ? La question resta sans réponse.
Monsieur Franjol s'était levé. Lui, si calme d'habitude, paraissait énervé. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mon cher ami, mais je ne sais rien de monsieur Duchesne, même pas son métier. Que faisait-il? Où vivait-il quand il n'était pas à Saint-Savin? Mystère. J'aimerais mieux n'avoir pas à juger la conduite de monsieur Verdier, mais je trouve que, même s'il n'aimait pas son gendre, il n'aurait pas dû jeter une telle ombre sur son souvenir. Christiane ne sait rien de lui. C'est bien triste. En tout cas, il vaut mieux ne plus lui parler de cette maison. Il ne faut pas qu'elle sache qu'elle possède une maison sans porte. Sa jeune imagination en serait troublée. Elle a dû déjà oublier le nom de Saint-Savin et cela est préférable. Les jeunes cueilleurs de fraises arrivaient. La conversation dévia. Mais Denis avait entendu un lambeau de phrases prononcées par son père, et comme il avait une préférence marquée pour Christiane, il lui demanda le soir « Dis donc, est-ce que ça existe, une maison sans porte ?» Christiane rit aux éclats. « Mais non, mon pauvre chéri, ça n'existe pas. Une maison dans laquelle on ne pourrait pas entrer, ce serait de la folie. » Hubert et Roger se lancèrent un coup d'œil tragique et se turent. La nuit vint. Christiane venait de se coucher lorsque madame Franjol entra dans sa chambre. « Bonsoir, ma chère petite. Tu ne te sens pas fatiguée? Il a fait si chaud aujourd'hui. » Elle bordait avec sollicitude le grand lit ancien. « Je vais très bien, mais je ne sais pas pourquoi, je pense à papa ce soir. C'est peut-être le parfum du jardin au soleil. C'était l'été quand je l'ai vu pour la dernière fois, et il y a si longtemps. Vous n'avez rien appris sur lui? »« Si, » murmura madame Franjol, très émue. « Nous avons appris que c'était le meilleur des papas et qu'il avait toujours peur de te quitter. » Hubert avait une laryngite pendant l'hiver et il gardait une voix enrouée. Un jour, il se plaignit de souffrir de la gorge. Le docteur consulté déclara « Ce n'est rien, mais il ne faut pas plaisanter avec ça. Je l'envoie donc faire une saison à Cauterets. C'est là qu'il y a les meilleures sources sulfureuses pour la gorge. » Cauterets? M. Franjol fut un peu ennuyé. Saint-Savin n'était pas loin de Cauterets. Mais les enfants étaient ravis. « Quelle chance! Nous allons voir les Pyrénées. Nous allons faire des ascensions. Que de belles promenades en perspective. » Écoutez, dit M. Franjol, Cauterets est tellement encaissé que j'aime mieux vous voir ailleurs. Vous y passerez 3 semaines au mois d'août, puis je viendrai vous rejoindre et nous irons finir l'été à Biarritz. Quel bonheur, moi qui ne suis jamais allé au bord de la mer. Christiane était enchantée. Juillet s'achevait, et l'on commença à songer au départ. Dans les rues étroites et sombres, madame Franjol, suivie de ses filles, faisait les derniers achats nécessaires aux vacances. M. Marcoux avait emmené M. Franjol au dernier concert de la saison. Comment trouvez-vous ce pianiste? Remarquable. C'est un de mes amis. Je vais l'emmener à la brasserie Georges pour finir la soirée. Vous viendrez avec nous, j'espère. Bien volontiers, je voudrais savoir quel est ce morceau si poignant qui n'était pas indiqué sur le programme. Celui que Jean Bonnet a joué lorsque l'on a rappelé une seconde fois. Je ne le connais pas, en effet. 1 heure plus tard, les 3 hommes se retrouvaient autour d'une des tables de marbre de la célèbre brasserie Georges. La bière moussait dans les bocs. « Elle est délicieuse, la bière de Lyon, » dit Jean Bonnet en riant. « Vous n'êtes pas trop fatigué? Mais non. » M. Franjol hésitait. « Serait-ce indiscret de vous demander le nom du morceau que vous avez joué en dernier? Mais non, c'est Le Soir de Duchesne, une pure merveille. » Duchesne? Pourquoi M. Franjol venait-il soudain de penser au père de Christiane? N'y avait-il pas d'innombrables Duchesne sous le ciel de France? Ce fut l'un de nos plus grands compositeurs. Il commençait à être connu à Paris lorsqu'il est mort pendant un voyage qu'il faisait en Espagne. « En Espagne ?» répéta M. Franjol, de plus en plus troublé. « Ne s'appelait-il pas Charles? »« Oui, Charles Duchesne. L'auriez-vous donc connu? »« Non, mais je suis le tuteur de sa fille. » Et M. Franjol raconta la mystérieuse histoire de Christiane. Jean Bonnet hochait la tête. « Ça ne m'étonne pas. Je crois, en effet, que son beau-père ne lui avait jamais pardonné de n'être qu'un artiste, un musicien, un pauvre type qui donnait des concerts et faisait danser les gens lorsqu'il n'avait plus d'argent. Charles Duchesne. Je l'ai vu à peine 3 ou 4 fois l'année avant sa mort. Mais je ne l'ai pas oublié. Il était tellement sympathique. Il parlait toujours de sa fille. C'était tout ce qui lui restait au monde. Il n'avait pas de famille. Mais quel génie! Si la mort ne l'avait pas fauché à 30 ans, en pleine jeunesse, son nom serait maintenant dans toutes les bouches. Enfin, Christiane saura qui était son père. Paraît-elle douée? Oui, elle joue déjà avec beaucoup de sûreté et de sentiment pour son âge, et elle n'a que 13 ans. Vous venez bien de temps en temps à Paris? Alors amenez-la moi à la rentrée. Je serais heureux de la faire travailler comme l'aurait fait son pauvre père. Lorsque Christiane apprit que son père était un pianiste et un compositeur de talent, elle eut les yeux pleins de larmes. Comme je suis heureuse, j'étais sûre que papa était un grand artiste. Et elle voulut tout de suite acheter les œuvres de son père. Tandis que madame Franjol achevait les malles, Christiane ne quittait plus son piano et jouait avec vénération les morceaux qu'avait composés son père. Madame Franjol et les 7 membres de la jeunesse partirent tous dans les premiers jours d'août. Monsieur Franjol resta seul sur le quai. Il espérait bien que Christiane ne reverrait pas Saint-Savin. Ce joli village était assez isolé, et les garçons avaient promis de ne pas prononcer ce nom. Mais qui peut prévoir le déroulement d'une destinée? Le train fuyait à travers la campagne. Les petits, comme les appelaient avec une certaine condescendance les 5 aînés, dormaient déjà,
bercés par le balancement du wagon. Après avoir visité Bordeaux, les Frangeul ont repris le train pour Cauterets. L'express roule maintenant à travers les Landes, et Christiane contemple le soleil flamboyant qui se couche derrière les pins. Des vols d'oiseaux passent sur ces étendues désertes et farouches. « Christiane, je voudrais bien un caramel, demande Hubert humblement. Prends-en dans mon sac. » Hubert ouvre le joli sac de cuir bleu. « Tiens, quelle est cette clé que tu balades avec toi ?»« C'est la clé de ma maison, voyons, de cette maison où je n'ai pas encore le droit d'entrer. Je suis tellement content d'avoir quelque part un jardin et une maison qui m'appartiennent. » Tout le monde rit. Quelle âme de propriétaire! Mais, regardant ses deux aînés, Madame Frangeul met un doigt sur sa bouche. Pierrefitte Nestala. 2 vallées s'ouvrent là, étroites et profondes, tapissées d'une verdure froide que n'atteint pas le soleil. Cauterets, enfin, avec ses hautes maisons serrées sur un espace restreint que menacent les hautes montagnes. L'hôtel où sont descendus les Frangeul est vaste et confortable. Il y a même un tennis, annonce Hubert. Tu sais bien que tu es ici pour te reposer. Chaque matin, toute la bande joyeuse accompagne Hubert jusqu'à la source de la Rayère. C'est là que le pauvre garçon va boire son verre d'eau sulfureuse. Il n'est pas bien à plaindre, mais ses sœurs répètent « Ce pauvre Hubert !» et ses frères le regardent avec une admiration dépourvue d'envie. Le premier jour, ils ont voulu goûter de cette eau et ils ont poussé des cris d'horreur à la première gorgée. C'est abominable. Cela a goût d'œuf pourri. J'aime encore mieux l'huile de foie de morue. Hubert, héroïque et résigné, avale son verre en se pinçant le nez, tandis que ses compagnons regardent tomber la blanche cascade de la Rayère qui s'écoule dans le Gave avec un bruit de tonnerre. Assises sous un bouquet de pins, les 3 fillettes en robe bleue ont l'air de 3 fleurs cueillies dans la même plate-bande. Fraîche et rose, Christiane ne ressemble plus guère à la pâle petite Parisienne qui se promenait sagement dans le parc Montsouris. Et soudain, contemplant les pics qui lèvent leur tête blanche dans l'azur, elle demande « Est-ce que ma maison serait près d'ici ?» Roger lui tourne le dos pour jeter des cailloux dans le torrent. « Je suis sûr qu'elle est dans les Pyrénées, » répète Christiane, obstinée. « Tu sais, c'est immense les Pyrénées, » fait Micheline, qui écarte les bras en un geste éloquent. « Si je me souvenais seulement du nom du village, c'est un nom de saint. »« Voyons, » grogne enfin Roger, « tu es stupide. Voilà 2000 ans qu'il y a des saints, et tu mourras sans les connaître tous. » Christiane soupire. « Je pense bien te considérer maintenant comme un frère. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es aussi désagréable avec moi qu'avec Micheline et Nicole. » Et, là-dessus, elle hausse les épaules et se sauve en courant. Après une longue poursuite, Roger a fini par rattraper Christiane qui se laisse choir sur le sol, haletante et riant de toutes ses forces. « Je ne sais pas ce que tu mériterais, » s'écrie Roger. « Moi qui suis un frère angélique et qui fais tout ce que tu veux. » Christiane rattache ses boucles. « J'avoue que tu n'es pas aussi taquin qu'Hubert. Mais pourquoi ne veux-tu pas m'aider à retrouver ma maison ? » Parce que je t'aime bien, dit-il très vite. Et cette maison me fait peur. Le lendemain, une dépêche arriva à l'hôtel pour Madame Frangeul. Sa mère, qui habitait Bordeaux, venait de tomber gravement malade et la réclamait. « Il faut que je parte tout de suite. Je vous confie à Marivonne. Tâchez de ne pas faire de bêtises. » Inquiète au sujet de sa mère et ennuyée à l'idée de laisser derrière elle ses 7 enfants, Madame Frangeul fit sa valise en hâte. Quelques jours passèrent. Madame Frangeul écrivit que la malade allait un peu mieux, mais qu'elle avait encore besoin de sa fille pour une quinzaine de jours. « Si grand-mère va mieux, c'est épatant, et maman peut être tranquille. Nous sommes d'une sagesse rare, déclara Hubert. « C'est-à-dire, reprit Christiane, qu'en 3 jours tu t'es écorché les 2 genoux, j'ai déchiré une robe, Denis a eu une indigestion, et Roger s'est fait une 12aine de bosses en tombant d'un sapin où je lui avais défendu de monter. Quel aplomb !» Et Roger leva les bras au ciel. « Tu serais bien malheureux si je ne te taquinais plus. J'ai envie de danser. Venez, nous allons faire une ronde. » Et tandis qu'ils tournaient comme des fous en chantant, une dame de l'hôtel les regardait avec indulgence. « Quelle belle famille !» dit-elle à son mari. « Ils sont tous splendides de jeunesse et de fraîcheur, mais celle qu'on appelle Christiane est ravissante. J'envie ses parents. » Et elle soupira tristement, car elle n'avait pas d'enfant. Son mari ne répondit pas. Lui aussi l'enviait le papa de Christiane. S'il avait su. Les premières étoiles s'allumaient dans le ciel encore clair, là-haut, si haut que les montagnes jalouses ne pouvaient pas les décrocher. Le lendemain, une mauvaise nouvelle courut dans l'hôtel. Un des pensionnaires était atteint d'une fièvre typhoïde très grave. Affolée, Marivonne déclara tout de suite « Nous partons, je ne veux pas rester ici un jour de plus. » Mais les autres hôtels de Cauterets étaient pleins. Où aller ? Hubert se renseigna. Il y avait à Argelès une source d'eau sulfureuse qu'on commençait à exploiter. Il téléphona au meilleur hôtel. Justement, plusieurs chambres se trouvaient libres. Le départ fut aussitôt décidé, et, dans la bousculade générale, Hubert, aussi bien que Roger, ne pensèrent plus à la maison sans porte. Pourtant, Saint-Savin était beaucoup plus près d'Argelès que de Cauterets. Marivonne partit par le train avec les bagages, et le reste de la bande prit l'autocar qui faisait la vallée de Cauterets et allait jusqu'à Lourdes. Le temps était beau. Quelques nuages légers givraient le ciel bleu, et tous les visages se tournaient vers la splendeur des montagnes.
2 Anglais demandèrent à passer par Saint-Savin. « Saint-Savin, répéta Christiane triomphante, je me souviens, c'est près de là que se trouve ma maison. Parrain aurait bien dû me le dire plus tôt. J'y serais allé depuis longtemps. » Roger et Hubert se regardèrent avec consternation. Les Anglais et le chauffeur discutaient toujours. « Il faut que j'arrive à Lourdes pour 8 heures, au plus tard. Nous vous donnerons un bon pourboire. » Enfin, tant pis. Allons à Saint-Savin. Hubert et Roger n'osèrent pas protester. D'ailleurs, qu'aurait-il pu dire? Serait-ce un si grand malheur que Christiane connût enfin sa maison? Souffla Roger à l'oreille de son frère. Dieu seul le sait. L'allée s'était brusquement élargie, superbe corbeille pleine de fleurs et de branches, que la gave traversait comme un ruban précieux. Le tonnerre roula soudain dans le silence de la montagne et de multiples échos répétèrent sa menace. Christiane se retourna. D'énormes nuages noirs embusqués derrière les cimes envahissaient le ciel avec une sorte de hâte meurtrière. La route que suivait maintenant l'autocar était mauvaise, et les dernières pluies l'avaient ravinée. La lourde voiture dérapa dans un tournant, alla buter contre le talus et resta en panne. Le chauffeur dut constater que l'accident était grave et qu'il serait obligé d'aller chercher de l'aide au village. Les premières gouttes de pluie se mirent à tomber, larges et molles. La lumière s'était cachée. Un vent sournois secouait les arbres et les fillettes frissonnèrent. « Vous n'êtes plus qu'à 800 mètres de Saint-Savin, dit le chauffeur. En courant, vous y arriverez avant l'orage. » Tous les voyageurs descendirent et, comme le tonnerre redoublait ses coups, ils s'élancèrent vers le village dont on apercevait le clocher posé sur l'église, tel un long éteignoir. Denis et Pierre n'avançaient pas très vite, et les Frangeul restèrent en arrière. Roger et Hubert s'étaient chargés des valises. Christiane tenait Denis par la main, et Micheline rassurait Pierre qui tremblait de tous ses membres. Ils furent bientôt seuls sur la route déserte que des champs bordaient. Le paysage était sinistre, et la pluie commençait à fouetter les mollets nus. « Une maison, voilà une maison !» cria Christian avec soulagement. Un long mur dominait la route. « Comme c'est drôle, il n'y a pas de portail !» Roger et Hubert comprirent soudain, mais se turent. Un gamin passait en courant. « Il n'y a donc personne dans cette maison ?»« Ah non, c'est la maison sans porte. » Le regard de Christiane interrogeait Hubert qui rougissait. Le regard bleu foncé glissa sur le mur hostile, escalada les arbres, atteignit la lointaine maison blanche. « Il me semble que je suis déjà venu là. Hubert, Roger, vous savez quelque chose? Parlez donc. Pourquoi tant de mystère? » « Eh bien oui, fit Roger, farouche. La maison sans porte t'appartient. »« C'est ma maison? » ?»« Oui, mais pour être plus sûr que tu n'y entres pas, ton grand-père a muré l'unique portail. » Micheline et Nicole, qui étaient restés en arrière, appelèrent à l'aide. Pierre s'est foulé la cheville, il ne peut plus avancer. Avec cela, la pluie redoublait. Christiane poussa un cri. « Regardez ce tas de pierres là, à l'angle du mur. En grimpant dessus, ce ne serait pas difficile de pénétrer dans le jardin. » Hubert hésitait. « N'allons tout de même pas rester là sous cette trombe. Grand-père lui-même aimerait mieux me voir dans cette maison que sur cette route, exposée à prendre toutes les maladies du monde. Que voulez-vous qu'on fasse avec nos valises et ce pauvre Pierre? D'ailleurs, je prends toute la responsabilité de cette décision. » Elle paraissait si décidée que Roger escalada le tas de cailloux et enjamba le mur. Alors il cria. « Vous pouvez venir, c'est très facile. Le jardin est plus haut que la route et ici, il est à peine à 1 mètre de moi. » On hissa non sans peine l'infortuné Pierre qui n'était qu'une lamentation, puis Denis et les valises. La route était toujours déserte. La pluie faisait rage, mais elle n'avait pas encore traversé l'épais feuillage du jardin et les fugitifs purent ralentir leur marche. Ils suivirent une allée étroite que l'herbe avait envahie et ils furent devant la maison. Christiane gravit le perron, marcha jusqu'à la grande porte de chêne et mit la clé dans la serrure. Ses compagnons la regardaient faire avec une sorte d'angoisse. Quel mystère allait-on trouver dans la maison sans porte? Oh, cet impressionnant retour de Christiane dans la demeure de son enfance, tandis que le tonnerre grondait et que des éclairs fantastiques déchiraient le ciel noir. La clé grinça et puis tourna. Hubert donna un coup d'épaule dans le battant qui céda enfin. Et ils furent tous les 7 dans un vaste vestibule. Roger alluma sa lampe électrique. « Dites donc, il n'y a pas trop de poussière et tous les meubles sont en ordre ?» Avec une sorte de frénésie, Hubert et Christiane ouvrirent tous les volets. Il n'était pas encore 7 heures, et lorsque l'orage aurait passé, la lumière reviendrait. Tout avait été rangé avec soin avant le départ. On avait glissé du feutre dans les interstices des volets et collé des bandes de papier le long des fenêtres pour empêcher la poussière de pénétrer. Les meubles étaient recouverts de housses, les armoires soigneusement fermées, la vaisselle enveloppée de journaux. « Eh bien, elle est solide ta maison. En 7 ans, elle ne s'est pas abîmée. Mais nous n'avons rien. Il faut que Roger aille chercher des provisions au village. Du pain, du beurre, du jambon, des boîtes de sardines, du chocolat. Du pétrole pour les lampes, des bougies, des allumettes. Et qu'il n'oublie pas d'envoyer à Marie-Yvonne une dépêche pour lui dire que nous sommes installés ici. »
Roger partit avec un grand sac, et on le vit courir dans le jardin, sous les rafales de pluie. On avait étendu Pierre sur un lit, et il ne tarda pas à s'endormir. Christiane, Micheline et Nicole avaient trouvé des torchons, et elles se mirent à nettoyer les pièces principales. La salle à manger, la cuisine, le vestibule, l'escalier et 3 chambres. Hubert lavait les vitres. C'est bien la première fois que je fais ce métier-là. Ses sœurs, elles, chantaient comme des alouettes. Elles étaient dans leur élément. Nettoyer une maison, quel rêve, une maison romanesque par-dessus le marché. Christiane surtout exultait. C'est ma maison, nous pourrons l'arranger comme nous voulons, nous sommes chez nous. Chez toi plutôt. C'est la même chose. Quand Roger revint, les lits étaient faits, la vaisselle lavée et il y avait des rideaux aux fenêtres. Tout le linge était cousu dans des draps et il était d'une blancheur éblouissante. Ils dormirent tous paisiblement. Et il était 9 heures du matin lorsque Roger se décida à tambouriner contre la porte de la chambre des filles pour les réveiller. Pendant ce temps, le village était en émoi. Quel était ce garçon hirsute, inconnu dans le pays et qui était arrivé la veille acheter des provisions? Un pâtre était venu dire que les volets de la maison sans porte étaient ouverts et les gens parlaient d'avertir les gendarmes. À moins que ce ne soit des revenants qui aient ouvert les volets. Pensez donc, depuis 6 ans qu'elle était fermée. C'est alors que Marivonne débarqua avec les bagages. Elle avait trouvé un camion à Argelès et elle accourait, épouvantée, battant l'air de sa coiffe. « Savez-vous où se trouve la maison sans porte? C'est là que je vais. »« Elle est donc habitée? »« Oui, depuis hier. »« Et vous savez par qui? »« Par la famille Frangeul, dame. »« On ne connaît pas ce nom-là. » Heureusement Christiane arrivait, escortée de Micheline et d'Hubert. Elle venait faire son marché. « Ah, te voilà, Marivonne !» Le garde champêtre, rouge comme un champ de coquelicots, s'avança. « C'est donc vous, ma petite demoiselle, qui vous êtes installée à la maison sans porte? »« Mais oui. » Christiane riait, narquoise. « Par où donc avez-vous passé? »« Par-dessus le mur, mais je cherche justement un maçon pour qu'on refasse le plus vite possible le portail. » Les gens écoutaient la bouche ouverte. « Vous oubliez que le propriétaire qui s'appelle Monsieur Verdier, c'était mon grand-père, mais il est mort. Je suis Christiane Verdier-Duchesne, la fille de Monsieur Duchesne. » La boulangère poussa un cri. « Monsieur Duchesne, si je m'en souviens, personne ne l'a oublié par ici, car il était bon pour tout le monde. D'ailleurs, vrai de vrai, vous êtes tous son portrait. » Christiane ne riait plus. Elle aurait voulu embrasser tous ces braves gens qui avaient connu son père. Pour achever de convaincre le garde champêtre, elle tira de son sac sa carte d'identité. « Christiane Verdier-Duchesne, c'est bien cela. Je suis même né ici, alors excusez-moi, mais c'était si drôle de voir se rouvrir la maison sans porte. » Au fond, tous les habitants de Saint-Savin étaient ravis de voir revenir parmi eux la fille de Monsieur Duchesne, dont ils avaient gardé un si bon souvenir. La brave Marivonne avait l'air sérieuse et le tuteur qui avait envoyé la fillette à Saint-Savin devait trouver tout naturel qu'on refît de nouveau l'indispensable portail. Une demi-heure plus tard, les 2 seuls maçons du village commençaient leur travail et le soir ils avaient fait une brèche suffisante pour laisser passer les mâles. Un jardinier fut appelé pour refaire le jardin devenu forêt, et le peintre pour repasser quelques couches vertes sur les volets. Pendant ce temps, Marivonne astiquait, nettoyant chaque jour une pièce nouvelle. Aujourd'hui, il faudra faire le salon. Christiane parcourait le jardin et la maison avec une profonde émotion. À mesure que la vie rentrait dans la vieille demeure et que les choses reprenaient leur aspect d'autrefois, l'enfant exilé retrouvait mieux son passé. Dans cette allée, j'ai sauté à la corde. Ici, je jouais à cache-cache avec papa. Là, il me tenait toujours par la main, parce que le sentier était très sombre et que j'avais peur. J'ai reconnu sa chambre avec la table où j'apprenais à lire. Il me semble que s'il apparaissait dans une allée, je le reconnaîtrais tout de suite. Oui, son visage n'est plus aussi vague dans ma mémoire. « Je t'en prie, calme-toi, » suppliaient Hubert et Roger. « Sans cela, papa ne nous pardonnera jamais de t'avoir laissé entrer dans la maison sans porte. » Christiane ouvrit la porte du salon. Elle n'avait fait que traverser cette pièce sans s'y arrêter. Mais tout de suite, elle poussa un cri. Éclairé en plein par les 2 fenêtres ouvertes, un tableau se détachait sur le mur. Il représentait un jeune homme d'une 30aine d'années, au visage régulier et grave, aux cheveux bruns, aux yeux bleu foncé. Elle avait enfin retrouvé son père, ou plutôt le souvenir de son père. Elle l'appela. « Hubert, Roger, Micheline, Nicole, Denis, Pierre, venez voir !» Et quand ils furent là, « Regardez comme il était bien, papa, comme tu lui ressembles. Il a l'air rudement intelligent, et très bon. Pourquoi ton grand-père ne t'a-t-il jamais montré ce portrait ?» Christiane, les yeux pleins de larmes, se taisait. Les jeunes Frangeul s'éloignèrent sur la pointe des pieds, la laissant seule avec son passé retrouvé. Oui, pourquoi son grand-père lui avait-il caché ce portrait? Pour qu'il oubliât mieux son père? Elle se remit à pleurer. Si peu expérimentée qu'elle fût, elle se rendait bien compte que ce tableau était beau. Elle chercha le nom du peintre, Jean-Paul Laurent. Il faudra que Parrain se renseigne. Papa n'était pas riche, il était même pauvre. Il n'avait aucune fortune et cette maison appartenait à maman. Comment aurait-il pu se payer un portrait?
Ça doit coûter très cher, un grand portrait comme ça. Monsieur et Madame Frangel arrivèrent à la fin de la semaine. L'aventure de leurs enfants les avait laissés stupéfaits, mais ils en avaient pris leur parti. C'était trop tard pour gémir et, puisque Christian n'avait rien trouvé d'extraordinaire dans la maison sans porte, tout était pour le mieux. D'ailleurs, il était certain que M. Verdier n'avait songé qu'à effacer tous les souvenirs que Christiane pouvait garder de son père, et il avait commis là une faute grave. M. Frangel n'était pas fâché que cette faute fût enfin réparée. Dès que M. Frangel eut franchi le seuil de la maison, Christiane l'entraîna au salon. « Pourquoi grand-père avait-il caché ce portrait ici ?» M. Frangel ne répondit pas, mais il pensait « Pour que tu ne le vois pas, ma pauvre petite. Lorsque tu aurais eu 21 ans, et que tu n'aurais plus été capable de le reconnaître, il t'aurait raconté qu'il s'agissait d'un de ses amis. Tiens, mais il a un numéro, il a certainement été exposé au salon... Quelle date ? 1923. Un Jean-Pierre Laurent. Eh bien, ton père avait bien choisi son peintre. » Le soir même, M. Frangel écrivait au célèbre portraitiste, qui répondit aussitôt. Il croyait que cette toile avait complètement disparu. Elle avait été exposée au salon de 1923, quelques semaines après la mort de Charles Duchesne. Jean-Paul Laurent avait demandé lui-même au jeune compositeur la permission de faire son portrait, et il avait réalisé un chef-d'œuvre, qui avait été acquis par l'État pour être mis au musée du Luxembourg. Seulement, quelques jours avant que le salon fermât ses portes, le tableau avait été volé, et toutes les recherches faites par la police étaient demeurées vaines. Quelle histoire! Il faudra restituer ce portrait au musée du Luxembourg. Mais après tout, puisque l'État ne l'a jamais payé, c'est moi qui acquitterai la note, et Christiane gardera la seule image qui lui reste de son père. Madame Frangel était épouvantée. Je n'ai jamais vu une pareille haine. Commettre un vol pour être sûr que sa petite fille ne retrouvera rien sur sa route qui pût lui rappeler son père. Monsieur Verdier devait être un homme très entier dans ses idées. Mais attends, il y a un post-scriptum à la lettre de Jean-Pierre Laurent. Il lut. Je dois vous dire que la découverte de ce tableau m'explique un point resté toujours obscur. 1 an après le vol, je reçus une série de mandats dont le total correspondait à la somme que l'État aurait dû me donner pour le portrait de M. Duchesne. Et je ne pus jamais savoir d'où venaient ces mandats qui étaient tous envoyés sous de faux noms. « Ah, j'aime mieux cela, » fit Madame Frangel, car cette façon de voler les gens me scandalisait. Christiane peut donc garder son cher tableau. J'ai essayé d'ouvrir le secrétaire qui se trouvait dans la grande chambre du second étage. Mais en vain. Il faudra que je fasse venir un serrurier car je ne voudrais pas l'abîmer. Des cris joyeux venaient du jardin, où les enfants jouaient et Christiane avait retrouvé sa gaieté. « Micheline, tu triches, tu regardes quand nous allons nous cacher. Il faut bien que je triche, je suis la plus faible. »« Alors c'est toujours moi qu'elle attrape, » gémit Nicole. « Si Hubert et Roger étaient seulement un peu chevaleresques, ils se laisseraient prendre, » soupira Christiane. Ils sont enfin rentrés rouges et échevelés, et ils se laissent tomber dans les fauteuils du salon, tandis que Marie-Vonne taille des tartines. Christiane, qui n'est jamais fatiguée, se met au piano et joue tous ses morceaux préférés. Voici Le Soir, de Charles Duchesne. Le jeu de Christiane devient plus expressif et ses compagnons se taisent. Oh, ces notes égrenées dans le silence. Des gens qui passent sur la route s'arrêtent pour écouter ce piano qui chante si doucement. Ils s'arrêtent comme autrefois, lorsque Charles Duchesne habitait cette maison. Christiane a vraiment du talent, murmura Madame Frangel. Son père aurait eu tant de joie à la faire travailler. Cette maison est bien agréable. Les parents de Christiane l'avaient arrangée d'une façon charmante. Oui, mais j'ai promis aux enfants de les mener à Biarritz à la fin du mois. Nous partirons donc dans une 8aine de jours. Mais, après 1 semaine ou 2, nous pourrons revenir ici. Avant de m'en aller, je voudrais voir le prêtre qui s'occupait de la paroisse Saint-Savin au moment où M. Duchesne mourut. Que veux-tu donc savoir? Les raisons exactes, bonnes ou mauvaises, pour lesquelles M. Verdier détestait son gendre. Les Frangel sortent de l'église où ils ont entendu une messe matinale. Grave et recueillie, Christiane contemple l'admirable vallée que domine le mince clocher. « Je vais au cimetière !» C'est la première fois qu'elle franchit cette grille. Elle a apporté un gros bouquet de fleurs cueillies dans le jardin de la maison sans porte et elle s'avance entre les tombes. Famille Verdier. C'est là. Christiane s'agenouille. Sur la longue pierre plate, envahie par la mousse, on lit des noms anciens, noms d'ancêtres qui se perdent dans le passé, et enfin un dernier nom. Jacqueline Verdier-Duchesne, morte à 23 ans. C'est la maman de Christiane, mais son père n'est pas enterré là. M. Verdier n'a pas voulu, sans doute, que son gendre reposât dans la sépulture de famille. Christiane pleure sur ses parents morts, sur cette hostilité contre laquelle elle ne peut plus rien et dont son père a dû tellement souffrir. La découverte de Christiane a hâté les dernières démarches de M. Frangel qui est allé voir le curé de Saint-Savin. Non, je n'ai connu ni M. Duchesne ni M. Verdier. Je ne suis ici que depuis 4 ans et je venais de Gavarnie. Mais interrogez donc mon prédécesseur qui est à Saint-Sauveur maintenant. Saint-Sauveur est situé au bord du Gave, avec ses vieilles maisons et ses villas trop neuves, avec son étrange église fortifiée qui a soutenu des sièges contre les Sarrasins.
Le curé accueille M. Frangeul très aimablement et le fait entrer dans son petit jardin qui déborde de roses. Au loin, les hautes chaînes des Pyrénées découpent sur un ciel profondément bleu leurs cimes neigeuses. Mais oui, j'ai connu M. Duchesne. Il était si sympathique et quel père admirable. Il passait la moitié de l'année à Saint-Savin. Il n'était pas très riche, mais ne fermait jamais sa porte aux pauvres. Il avait réparé lui-même l'orgue qui est très ancien, et il jouait tous les dimanches à la grand-messe. Tout le monde dit qu'il était charmant. Mais alors pourquoi son beau-père ne l'aimait-il pas? Parce que M. Verdier n'avait jamais pardonné le mariage de sa fille. Il n'avait qu'une fille, Jacqueline, qu'il adorait et qu'il rêvait de marier princièrement. N'était-elle pas riche, jolie, intelligente? Et à 20 ans, elle s'est fiancée avec un pauvre artiste sans fortune qui pianotait partout où il pouvait pour ne pas mourir de faim. Et, peu après sa majorité, elle se mariait à Saint-Savin. Elle possédait la maison sans porte et une petite fortune qui lui venait de sa mère. Ce fut le bonheur parfait. M. Duchesne commença à se faire connaître. Au bout d'1 an, Christiane naquit, et 1 année plus tard, sa pauvre maman, qui était délicate, mourait en quelques jours. Elle avait été surprise par un orage dans les montagnes et avait pris une congestion pulmonaire. Et M. Verdier, il n'avait pas voulu revoir sa fille depuis ce mariage qui lui avait déplu. Charles Duchesne éleva sa petite Christiane avec une rare tendresse et une admirable sollicitude. C'était un bébé fragile qui n'aurait pas vécu sans les soins constants de son père. Elle devint une belle petite fille, mais, quand elle eut 5 ans, M. Duchesne se blessa à la main droite et dut bientôt renoncer à jouer. Il ne vivait guère que de ses concerts, car vous savez comme moi que les compositeurs ne gagnent pas grand-chose. Il était pourtant connu, et j'appris qu'il vendait son argenterie. C'était donc la misère. Christiane eut 6 ans, et un soir d'été on vit arriver M. Verdier à Saint-Savin. Il s'était donc réconcilié avec son gendre? Je l'ignore. Que se passa-t-il entre eux? Mystère. Je vis M. Duchesne pleurer souvent dans l'ombre de l'église, et, le dimanche, l'orgue sanglotait sous ses doigts. Un jour, il partit pour l'Espagne, où on le demandait comme chef d'orchestre. C'était la période des grosses chaleurs. Il mourut d'insolation, je crois. Quelle triste histoire. Et M. Verdier était riche, mais il n'avait pas pardonné à son gendre. Bien au contraire, son ressentiment n'avait fait qu'augmenter. Il accusait Charles Duchesne de lui avoir pris sa fille, de n'avoir pas su la soigner, d'être incapable de gagner de l'argent. Mais c'était lui, M. Verdier, le grand coupable. Oui, sans doute, hélas, nous faisons souvent retomber sur les autres le poids de nos fautes. Et cette haine a continué. M. Verdier a voulu que Christiane oubliât complètement son père. C'est pour cela qu'il a muré la maison sans porte. Quand il a fait cela, je l'ai cru fou. Il m'a choisi comme tuteur parce que j'habitais Lyon et que j'étais un étranger. Enfin, cette faute-là est réparée et Christiane se souvient de son père et vénère son souvenir. Tant mieux, il était si bon. Et M. Verdier n'a jamais compris qu'il avait gâché, détruit le bonheur de sa fille et de sa petite-fille. Si Jacqueline Duchesne avait pu se ménager, elle ne serait peut-être pas morte. Si Charles Duchesne n'avait pas eu un pressant besoin d'argent, il ne serait pas allé mourir en Espagne. Et cette façon d'appeler sa petite-fille, Christiane Verdier Duchesne, je parie qu'au moment de sa majorité, elle n'aurait plus été que Christiane Verdier. Non, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et M. Frangeul s'éloigna mélancoliquement de Saint-Sauveur, poursuivi par des jeunes chevriers obstinés qui voulaient lui vendre des sifflets de bois. Le soleil déclinant fleurissait de roses les glaciers. On fit de nouveau les malles. Marivonne devait garder la maison sans porte, pendant que les Frangeul passeraient 15 jours à Biarritz. « Nous t'apprendrons à nager, Christiane, » répétait Hubert, « et nous te ferons boire des bouillons. » M. Frangeul avait oublié le secrétaire, mais sa femme s'en souvint. « J'ai demandé le serrurier. Tu avais quelque chose d'urgent à lui faire, je crois. » Le fameux secrétaire fut enfin ouvert, et tandis que le serrurier s'éloignait, M. Frangeul ouvrait un à un les tiroirs. Il y avait là des paquets de lettres et de photographies, tous liés par des ficelles avec ces mots sur une étiquette. À détruire. M. Verdier pensait donc revenir un jour à la maison sans porte pour y faire disparaître tous ces pauvres témoins du passé. Heureusement, il n'en avait pas eu le temps. Dans la dernière cachette du secrétaire, M. Frangeul trouva un portefeuille de cuir qui ne contenait qu'une seule lettre écrite sur du papier timbré. Un peu étonné, il se mit à lire, et, quand il arriva aux dernières lignes, il poussa une exclamation étouffée. Alors il recommença sa lecture. « Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible », répétait-il en hochant la tête. Il se leva et il ouvrit la fenêtre comme s'il avait eu besoin de respirer. Puis il appela sa femme. Mais elle ne vint pas. Alors il partit à sa recherche. « Élisabeth, Élisabeth, où es-tu » Il la trouva enfin dans l'office, où elle rangeait des pots de confiture. « Mon Dieu, qu'y a-t-il? Tu parais bien ému. Est-ce que le feu serait à la maison » Elle plaisantait encore, mais il se laissa tomber sur une chaise accablé. « C'est grave, c'est très grave. Et je ne sais que faire. J'ai découvert dans le secrétaire un document d'une telle importance. Faut-il que j'en parle à Christiane ou dois-je me taire? Mais enfin, de quoi s'agit-il? Parle. » Pas ici, les enfants pourraient nous entendre. Viens faire un tour dans la montagne. Dans son émotion, il avait oublié de refermer la porte.
Christiane, qui venait de prendre une valise dans le grenier, sortit à son tour, provoquant sans le vouloir un violent courant d'air. Elle entendit une porte claquer et le bruit d'une vitre qui dégringolait. « C'est dans la chambre de grand-père !» Elle courut jusqu'à la porte, laissant sa valise au milieu du couloir. « Ah, tant mieux, ce n'est qu'un petit carreau. » Elle regarda les éclats de verre qui étaient tombés sur le parquet et aperçut soudain une grande feuille de papier blanc que le courant d'air avait entraînée. Elle se pencha pour la ramasser. « Tiens, parrain a pu ouvrir le secrétaire. Il aura laissé tomber ce papier. » Elle le tenait dans ses mains et ses yeux rencontrèrent une signature. Charles Duchesne. Une lettre de papa, quel bonheur! Et son cœur se mit à battre. Elle ne pensait même pas que cette lettre pouvait contenir un secret. Mais elle était toute à la joie de retrouver l'écriture de son père. Quelle jolie écriture, élégante, ferme, espacée. Et elle lut. Dès les premières lignes, elle devint blême et dut s'asseoir. Saint-Savin, 10 août 1923. Ayant perdu toutes mes économies dans de mauvaises affaires, ne pouvant plus jouer ni de piano ni de violon, je consens à disparaître et à laisser ma chère petite fille Christiane aux soins de son grand-père. Je ne veux pas qu'elle souffre de ma pauvreté, je veux qu'elle soit heureuse et j'accepte tous les sacrifices pour qu'elle connaisse le complet bonheur que j'ai à peine connu. Je demande à son grand-père de l'élever dans les sentiments chrétiens qui ont toujours été chers à ma femme comme à moi, et de ne jamais vendre cette maison où Christiane est née. Enfin, je m'engage solennellement à disparaître en laissant croire que je suis mort et à ne rien faire pour revoir ma fille ou pour lui révéler mon existence. Que Dieu protège ma petite Christiane et qu'il daigne la bénir. C'est ma dernière prière au seuil de cette vie de souffrance qui désormais sera la mienne. Charles Duchesne. Quand monsieur et madame Frangel revinrent de leur promenade, ils ne savaient pas encore ce qu'ils devaient faire. Quelle secousse pour Christiane lorsqu'elle saura que son père n'est pas mort. Il n'était pas mort il y a 6 ans, mais depuis. Et s'il vit encore, où est-il? Qu'est-il devenu? Il a changé de nom, j'imagine, et il vit à l'étranger, en Espagne peut-être. Le malheureux. Quel héroïsme. Et comme la haine peut rendre aveugle. Monsieur Verdier croyait aimer Christiane, il ne s'est pas rendu compte qu'en la séparant de son père, il assombrissait toute sa vie. Enfin, nous allons le rechercher, puisque monsieur Verdier est mort, que nous savons la vérité, ce pauvre homme n'a plus besoin de se cacher. Monsieur Frangel et sa femme montèrent au second étage, et trouvèrent Christiane qui sanglotait désespérément dans un fauteuil, à côté du secrétaire qui avait livré son secret. Tendrement, madame Frangel consola Christiane. Nous aurions voulu t'éviter cette brusque révélation, mais il vaut mieux peut-être que tu saches. Et nous allons tout faire pour retrouver ton papa, s'il est vivant. Oh, je suis sûr qu'il est vivant. Madame Frangel regarda son mari. Il ne partageait pas complètement la belle confiance de Christiane. Je vais écrire à Jean Bonnet. Il a connu ton père et il nous aidera dans nos recherches. Mais comment a-t-on pu annoncer la mort de papa puisqu'on ne savait pas s'il était mort? Avec les journaux, c'est bien facile. J'ai retrouvé celui-ci, qui date du mois de septembre 1923. Vois cet entrefilé. On annonce le décès du compositeur Charles Duchesne, mort en Espagne à 30 ans, après une courte maladie. Christiane ne pleurait plus, mais elle appuyait sa tête lourde contre l'épaule de madame Frangel. Mon pauvre papa, je ne veux pas penser à grand-père, car je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, de le juger. Mais tout de même, on entendait siffler les chevriers sur la route, et les oiseaux se hâtaient de chanter avant que le soleil mourût dans l'abîme des montagnes. Veux-tu toujours aller à Biarritz? Oui, j'ai beaucoup de chagrin, mais beaucoup d'espoir aussi. Et je ne veux pas attrister les autres qui sont si contents d'aller au bord de la mer. Et puis là-bas, il y a tant de touristes qui viennent de tous les coins du monde. J'en rencontrerai peut-être un qui aura connu papa. Christiane, ce soir-là, resta seule dans le salon. Debout devant le portrait de son père, elle semblait l'interroger. Quand la nuit fut venue, la fillette se glissa dans la chambre qu'avait habitée M. Duchesne. Elle la mit en ordre, l'égaya avec de jolis napperons, des livres et des bouquets de fleurs. « Marivonne, quand ces roses seront fanées, tu en mettras d'autres. »« Pourquoi faire, mon Dieu? Personne n'habite cette chambre. »« Oui, mais quelqu'un va peut-être y revenir, quelqu'un que j'attends. Quand on attend bien les gens, ils reviennent. » Marivonne crut que Christiane devenait folle, mais Christiane lui sauta au cou. « Tu ne sais pas, Marivonne, eh bien papa n'est pas mort. Chut, c'est un grand secret. » Le lendemain, à l'aube, ils partirent tous, dans l'auto de M. Frangel, et ils arrivèrent à Biarritz pour déjeuner. « Christiane, nous te présentons la mer !» Immobile, recueillie, Christiane contemplait cette immensité bleue où le ciel plongeait. « C'est trop beau, dit-elle enfin. Et puis c'est trop grand. »« Poète, va, blagua Hubert. »« Et puis quand on arrive au bout, c'est que ce n'est pas fini, dit Micheline d'un air entendu. »« Moi, je n'aurais jamais pu être officier de marine, soupira Nicole. Ne plus voir que de l'eau autour de soi. »« Le monde est trop vaste, murmura Christiane d'une petite voix triste. Elle pensait à son père. Comment le retrouverait-elle? Lirait-il l'annonce qu'on allait faire paraître dans les journaux pour le conjurer de rompre le silence qui l'entourait? Les Frangel s'amusaient beaucoup à Biarritz. Ils se baignaient, se promenaient en périssoir et jouaient au tennis. Denis et Pierre construisaient de grands forts de sable pour lutter contre la marée montante et Christiane essayait de nager.
Toute la bande va au cinéma ce soir. Quel dommage, il y a un si beau concert au casino. Christiane, il faut y aller si cela te tente, dit madame Frangel. Mais qui l'accompagnera? Moi, déclara Pierre, avec l'autorité de ses 11 ans. Eh bien alors on te confie Christiane, sois correcte et ne t'endors pas. J'aime beaucoup la musique. C'est un récital d'un Irlandais, un grand artiste, paraît-il. Patrick O'Dean. J'ai vu son nom sur les affiches. La salle du concert était presque pleine lorsque Christiane et Pierre y pénétrèrent. Mais ils purent trouver 2 places dans les premiers rangs. Patrick O'Dean jouait merveilleusement. Christiane l'écoutait, enthousiasmée. Il paraissait avoir une 40aine d'années. Il avait l'air triste et fatigué. Les artistes, hélas, mènent souvent une dure existence. Mais comme il avait du talent. Christiane aurait voulu entendre les œuvres de son père jouées par ce pianiste. Elle soupira, puis, saisie soudain d'une sorte de fièvre, elle attendit l'entracte et s'avança toute rougissante vers le musicien qu'entouraient de nombreux admirateurs. « Pardon, monsieur. » Il se retourna et regarda gravement cette fillette aux grands yeux brillants. « Je voudrais tant vous entendre jouer le soir de Charles Duchesne. Peut-être ne connaissez-vous pas ce morceau? »« Si, je le connais. Quel âge avez-vous, mon enfant, pour tellement aimer la musique? »« 13 ans. » Il parut n'avoir pas entendu, et un remous de la foule rejeta Christiane en arrière. Mais, à la fin du concert, Patrick O'Dean joua le soir, et Christiane écouta avec recueillement le chef-d'œuvre de son père, interprété par un grand artiste. Le lendemain, elle croisa Patrick O'Dean sur la plage et lui fit un joli sourire pour le remercier d'avoir accédé à sa prière. L'Irlandais suivit des yeux la fillette qui s'éloignait, encadrée de Micheline et de Nicole. Leurs 3 robes bleues se gonflaient au vent, et leurs larges chapeaux de paille se balançaient. Avec un léger accent, Patrick O'Dean interrogea le jeune Français qui l'accompagnait. « Savez-vous leur nom ?»« Ce sont les filles d'un industriel lyonnais, M. Frangel. Elles habitent au même hôtel que moi. Elles sont charmantes, surtout celle qui paraît la plus grande. Elle s'appelle Christiane. Il y a aussi 4 garçons. 7 enfants, c'est une belle famille. Vous devez en connaître d'aussi belles dans votre pays. Oui, mais moi je suis seul. » Ce matin-là, dans un des salons de l'hôtel des Flots, Christiane jouait une valse de son père. En tournant la tête, elle pouvait apercevoir le bleu miroitement de la mer sous la pâle coupole du ciel. Une ombre glissa derrière le piano. « Bonjour, mademoiselle. » C'était Patrick O'Dean. Elle tressaillit et leva les yeux. Alors il vit qu'elle pleurait. « Vous avez du chagrin ?» Elle sourit à cause de son accent. « Oui. Ce n'est pas sérieux. »« Hélas, si. » Alors il la regarda d'un air dur. « Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureuse. Un papa, une maman, des frères, des sœurs, une fortune suffisante. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Il faut garder ses larmes pour les grandes souffrances. Et vous ne savez pas encore, mon enfant, ce que c'est qu'une grande souffrance. Il y a des pauvres vies qui ne connaissent que cela. » Christiane reprit lentement. « Vous avez raison, monsieur. Mais je n'ai ni frère, ni sœur. J'ai perdu ma mère et, depuis 6 ans, je n'ai plus de père. Quant à ma fortune, elle m'a fait plus de mal que de bien. » « Vous ne vous rappelez pas Christiane Frangel ? » ?»« Non, les Frangel m'élèvent comme une de leurs filles, et ils sont très bons pour moi, mais ils ne sont pas de ma famille. »« Alors, fit tristement l'Irlandais, vous êtes seul au monde. »« Oui, c'est-à-dire que j'espère que mon père vit encore, mais je n'en sais rien. »« Il vous a abandonné ? » ?»« Oh non !» s'écria Christiane, indignée. « Il m'aimait trop pour faire une chose pareille, mais il s'est sacrifié pour que je ne souffre pas de la pauvreté. Vous ne pouvez pas comprendre, ça ne fait rien. Ce serait une trop longue histoire et qui ne vous intéresserait pas. J'étais trop petite, sans cela je lui aurais dit que j'aimais mieux ne manger que du pain et ne pas le quitter. On dit cela, mais le pain sec est bien amer pour une petite fille. J'ai pleuré souvent sur mes confitures. Enfin, si vous rencontrez un jour mon père, il faudra lui dire que je l'attends. Il s'appelait Charles Duchesne. Le compositeur, je le croyais mort depuis des années. Moi aussi, mais depuis 8 jours, je sais la vérité. Alors vous ne l'avez jamais rencontré ? C'est bien malheureux. » Sans dire un mot, Patrick O'Dean secoua la tête. Une brillante cohue envahissait le salon. « Christiane, tu es en retard !» Elle accourait, tout en nouant une écharpe rouge à pois blancs sur son bonnet de caoutchouc. Elle ôta son peignoir, le jeta sur le paquet de peignoirs que les Frangel avaient laissé derrière eux, et elle entra dans l'eau. L'océan était calme et bleu jusqu'à l'horizon. De grands vols de mouettes passaient dans le ciel pâli par la chaleur. Les Frangel se baignaient dans un endroit un peu écarté pour être plus tranquilles. Mais la rumeur de l'heure du bain venait jusqu'à eux. « Je vais essayer de perdre pied aujourd'hui. Attends, nous allons te surveiller. » Encadrée d'Hubert et de Roger, elle s'éloigna de la rive et fit une dizaine de mètres en nageant. « Bravo, mais reviens maintenant. » Elle tourna péniblement et revint vers le bord, mais un brusque remous la fit basculer et elle disparut. Hubert et Roger se retournèrent sans comprendre encore. Mais la sournoise lame de fond qui avait enlevé Christiane se retirait et un bras sortit de l'eau, battant l'air à une grande distance des Frangel. Quelqu'un courait sur la plage et se jetait dans les vagues.
Un homme nageait vers l'endroit où le bras de Christiane avait fait un geste de détresse. Nicole et Micheline, affolées, étaient incapables de faire un mouvement. Madame Frangel avait fait sortir de l'eau Denis et Pierre qui frissonnaient de peur encore plus que de froid. Hubert et Roger suivirent alors l'inconnu qui essayait de sauver Christiane. Enfin, le bonnet rouge à pois blanc reparut, et les deux garçons poussèrent un soupir de soulagement. Pendant 3 minutes, ils avaient cru que Christiane ne reviendrait jamais à la surface. L'inconnu soutenait la fillette qui s'était évanouie, et, nageant d'un seul bras, il revenait vers la rive. Il apparut ruisselant, avec son pantalon et sa chemise dans un état lamentable, car il n'avait quitté que sa veste avant de se jeter à l'eau. Il portait Christiane dans ses bras et regardait avec angoisse le pâle petit visage aux yeux clos. Elle s'est évanouie, cela vaut mieux. L'eau de mer n'aura pas pénétré dans ses poumons. Et se tournant vers Madame Frangel, me permettez-vous de la transporter jusqu'à votre hôtel pour qu'on la couche tout de suite et qu'on la réchauffe ? Monsieur Frangel intervint. Il venait d'arriver, il était très ému. Non, monsieur, donnez-la moi et allez vous habiller. Je ne veux pas que vous preniez froid. Et, s'emparant de Christiane, il l'enveloppa dans son peignoir et remonta rapidement vers l'hôtel des Flots. Madame Frangel ne savait comment remercier le sauveur de Christiane. C'est si beau, monsieur, ce que vous avez fait là. Mais non, c'était tellement naturel. Je vous en prie, dites-moi votre nom. Il parut hésiter et répondit enfin. Patrick Odin. Le célèbre pianiste ? Oh non, pas célèbre. Enfin, on parle beaucoup de vous à Biarritz. Dès que Christiane sera guérie, elle ira vous remercier. Je serai peut-être parti, mais demain j'irai prendre de ses nouvelles si vous le permettez. Bien volontiers. Elle paraît charmante, cette enfant. Et il s'éloigna en s'essuyant le visage avec son mouchoir trempé. Roger et Hubert enfilaient leur peignoir en se disputant. C'est ta faute, non, c'est la tienne. Si monsieur Odin n'avait pas été là. On voit que c'est un Irlandais, il nage comme un poisson. Il a bien mauvaise mine en tout cas, et il est maigre à faire peur. Tu sais bien que les artistes ne mangent pas tous les jours à leur faim. Il vaut mieux être fermier et élever des lapins. Rentrez vite dans vos cabines, suppliait Madame Frangel, qui regardait avec une véritable frayeur l'océan hostile. N'avait-il pas failli leur prendre Christiane, leur rayon de soleil? Nicole, Micheline, Pierre et Denis étaient déjà remontés. La plage était déserte en cet endroit, et les mouettes tournaient en criant au-dessus de l'eau bleue. Que faisait-il là, cet Irlandais? Il se promenait, sans doute. Christiane revint à elle. Elle était dans son lit blanc et entourée de boules d'eau chaude. Madame Frangel se penchait vers elle avec une tasse de thé mélangée de rhum. « Bois, ma chérie. » Elle but, regarda autour d'elle, vit les 8 visages angoissés qui surveillaient son réveil et se mit à rire. « Mais je ne suis pas morte. Je me sens même tout à fait bien. Je serais capable d'aller à pied jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. » Alors 8 sourires éclairèrent les 8 visages anxieux. « Qui m'a sauvé, Hubert ou Roger ?» Ni l'un ni l'autre. Il n'en aurait pas été capable. C'est un promeneur, monsieur Odin, le pianiste que tu as entendu l'autre soir au casino. Christiane parut réfléchir. Il faudra que j'aille le remercier. Il a l'air très bon et très triste. Nous devions l'amuser, car je l'avais déjà vu plusieurs fois au moment de notre bain. Et, un peu lasse, elle se rendormit, tandis que ses frères adoptifs sortaient sur la pointe des pieds. Le lendemain matin, Christiane se trouva si bien que le docteur lui permit de s'étendre sur une chaise longue dans le paisible jardin de l'hôtel. Confortablement, allongée sur des coussins, elle rêvait en regardant la mer. Elle était seule. Elle avait renvoyé ses amis sous prétexte qu'ils la fatiguaient, et Madame Frangel était descendue sur la plage, craignant toujours que les plus jeunes ne fissent quelques bêtises. Comme l'océan est beau, comme l'air est doux et lumineux. Comme Christiane serait heureuse si seulement son papa était près d'elle. Un pas fait gémir les cailloux de l'allée. Christiane tourna un peu la tête. Monsieur Odin est devant elle. Et il lui semble soudain qu'elle a déjà vu ce visage. Mais elle ne sait plus où ni quand. Elle est folle, elle doit se tromper. « Comment allez-vous, ma chère enfant ?»« Tout à fait bien grâce à vous, dit Christiane. Chut, ne parlons plus de cela. » Il s'assit dans un fauteuil et Christiane remarque qu'il porte un étui à violon. « Vous jouez aussi du violon ?»« Oui, et comme je ne pouvais vous apporter mon piano... »« Vous êtes trop gentil, pour une petite sotte qui ne sait même pas nager. Je sais que vous aimez beaucoup la musique. »« Je voudrais... » Elle rougit. « C'est stupide. Est-ce que vous chantez ?»« Un peu. Je voudrais une berceuse que me chantait papa quand j'étais toute petite. L'été, à Saint-Savin. Il venait s'asseoir près de mon lit et, prenant son violon, il chantait à mi-voix une berceuse très jolie. Sa voix tremblait. « J'ai tort de vous raconter tout cela. Je ne me souviens même plus du nom. C'est si loin, si loin. » Le visage bouleversé, Patrick Odin écoutait Christiane. On aurait pu croire qu'un terrible combat se livrait en lui. Mais pourquoi ? Vous aimeriez beaucoup entendre cette berceuse ? Oui, beaucoup. J'en sais tellement que je peux très bien savoir celle-là. Il accorda son violon, joua quelques mesures, et ses yeux surveillaient la physionomie de Christiane.
Enfin il commença à mi-voix. « Écoute, c'est ton père qui te parle tout bas. Dors, mon enfant chéri, voici que la lumière, tout doucement, s'en va. » Les pupilles dilatées, Christiane s'était dressée sur sa chaise longue. Elle taisait, mais des larmes coulaient lentement sur ses joues. L'artiste ne la regardait plus, comme s'il avait eu peur de l'émotion qu'il avait provoquée. Mais Christiane se souvenait maintenant. Ce visage que transfigurait un mélancolique sourire venu du passé. Ce visage fatigué, maigri, mais jeune encore. C'était le reflet du portrait de la maison sans porte. Rêvait-elle? Non, elle ne rêvait pas. Dieu avait eu pitié d'elle. Il n'y avait qu'un être au monde qui pût savoir cette berceuse et la chanter ainsi. « Papa !» Elle jeta ce cri dans un élan de joie folle, mais Patrick Odine s'était levé, prêt à fuir. « Non, non !»« Si, je vous ai reconnu. Non, ne partez pas. Je sais, vous avez promis à mon grand-père de ne rien faire pour me revoir. Mais vous n'avez rien fait. C'est Dieu qui a voulu que je vous retrouve. Et puis une promesse comme celle-là n'a pas de valeur. C'est dans mon catéchisme. On n'a pas le droit de promettre quelque chose qui est mal. Et c'est mal de ne pas revoir sa fille, surtout quand elle est comme moi toute seule au monde et qu'elle est si malheureuse de n'avoir plus de papa. » Vaincu cette fois, M. Duchesne revint s'asseoir près de la chaise longue et embrassa sa petite Christiane. Blotti contre son père, Christiane lui raconta l'histoire de la maison sans porte. « Alors tu ne m'avais pas oublié ? » ?»« Oh non. Et le grand vase bleu du salon est-il toujours là ? » ?»« Toujours. » »« Et le petit chien de marbre dans le vestibule avec son oreille cassée ? » ?»« Il est toujours là, lui aussi. Mon cher papa chéri, votre chambre vous attend, et le grand portail de la maison sans porte s'est rouvert pour vous accueillir. Mais qu'avez-vous fait depuis 6 ans ? J'ai vécu en pensant à ma petite Christiane. Après avoir passé 1 an en Espagne comme chef d'orchestre, je suis allé en Amérique. J'ai fait bien des métiers. Et puis un jour, je me suis aperçu que ma main paralysée était guérie. Je me suis remis à jouer du piano et du violon. Je me suis fait connaître sous le nom de Patrick Odine. J'avais fini par prendre un léger accent anglais et je pensais avoir trop vieilli pour qu'on puisse me reconnaître. Lorsque j'ai eu assez d'économies, je suis revenu en France. Je voulais te revoir de loin, savoir si tu étais heureuse. Car si tu n'avais pas été heureuse avec ton grand-père, je t'aurais reprise. Quand j'ai su qui tu étais, j'ai cru que je n'aurais jamais le courage de me taire. » Il ouvrit son portefeuille. « Voilà tout ce qui me restait de toi. » Et il sortit d'une poche secrète une photo pâlie qui représentait Christiane à 5 ans, une petite Christiane, rieuse et frisée, qui n'avait pas encore souffert. « J'ai aussi une photographie de ta maman et la médaille de baptême que j'ai prise à ton cou le dernier soir, lorsque j'ai quitté Saint-Savin pour n'y plus revenir, et que, debout devant le portail, tu criais « À bientôt, papa, à bientôt !» Il égrenait tous ces tristes souvenirs, sans amertume, puisqu'il avait retrouvé son enfant. Lorsque madame Frangel revint, elle trouva sa malade tellement rayonnante qu'il fallut expliquer ce miracle. « C'est vrai, monsieur, j'aurais dû vous reconnaître. Lorsque vous souriez, on vous retrouve tel que vous deviez être lorsque Jean-Paul Laurent fit votre portrait. J'ai tant vieilli pourtant. Vous allez rajeunir maintenant. Alors, quand vous avez sauvé Christiane, vous saviez qu'elle était votre fille ? Oui, madame. Quelle émotion vous avez dû avoir. Voyez, nous l'avons bien soignée. Elle est superbe et je vous remercie beaucoup de m'avoir si bien remplacé. Je ne veux pas d'ailleurs vous séparer. Nous habiterons Lyon pendant l'hiver et l'été vous viendrez tous à Saint-Savin. M. Frangel remontait de la plage lorsqu'il aperçut M. Bonnet qui venait au-devant de lui. « Je vous cherchais. Je débarque du train, j'ai vu dans un journal la photo d'un certain pianiste irlandais, Patrick Odine, qui ressemble à Charles Duchesne. »« Patrick Odine ? Mais il est ici. »« Quelle coïncidence !»« Tenez, le voilà sur la terrasse avec Christiane et ma femme. » M. Duchesne se retourna et Jean Bonnet poussa un cri. « Mais c'est lui, Charles Duchesne !»« Oui, c'est moi, et je vous présente ma fille Christiane, que j'ai miraculeusement retrouvée. »« Eh bien, mon cher, nous allons donner un concert avant de quitter Biarritz, rien que de vos œuvres. » 2 jours plus tard, de grandes affiches annonçaient qu'on allait entendre Jean Bonnet et surtout le célèbre compositeur Charles Duchesne. On le croyait mort depuis 7 ans. La vie est pleine d'étranges retours. Après le concert, les Frangel et les Duchesne regagnèrent Saint-Savin. Charles Duchesne avait remporté le plus beau succès de sa carrière et tous les journaux parlaient de cette résurrection musicale. Mais il se contentait d'être le plus heureux des pères. Il revit avec émotion la vallée d'Argelès et les monts paisibles que couronnaient les nuages. Et il vit enfin se profiler sur un ciel de vitrail l'amusant clocher de Saint-Savin. C'était tout le passé qui revenait, mais un passé sans angoisse, puisque Christiane était riche et que son père avait retrouvé son talent. « Et voilà, papa, notre maison, la maison sans porte. Si vous nous aviez vus sous la pluie battante escaladant le mur, vous auriez ri. Je la bénis, cette pluie, car sans elle je n'aurais pas découvert votre portrait et je ne vous aurais pas reconnu si vite à Biarritz. » M. Duchesne traversa le jardin qui n'avait pas changé. Il pénétra dans la maison toujours pareille, dans sa chambre où l'attendaient ses fleurs et ses livres d'autrefois. On croirait presque que cette demeure n'avait été fermée que pour mieux m'attendre. Le soleil se couchait.
Des lueurs roses fusaient dans le jardin. Les oiseaux se taisaient. Christiane et son père marchaient lentement dans une allée où venaient mourir tous les parfums du soir. Comme au temps de Roland, on entendit un cor qui sonnait très loin de là, dans la montagne. « Papa, avez-vous pardonné à grand-père ?»« Oui, il t'aimait beaucoup. Et puis sa faute n'est-elle pas réparée ?»« Au revoir, soleil, » dit Christiane en riant. Elle ne cessait pas de rire maintenant. Ils sortirent du jardin et se dirigèrent vers l'église. Et doucement, très doucement, dans la paix du soir, M. Duchesne chanta la berceuse que Christiane n'avait pu oublier. Des brumes légères se nouaient aux arbres de la vallée, et les hautes cimes restaient roses, floraison passagère que la nuit effacerait. La maison sans porte serait désormais la maison du bonheur. Écoute, c'est ton père qui te parle tout bas. Dors, mon enfant chéri, voici que la lumière tout doucement s'en va, et mon violon chante pour bercer ton sommeil.